Merci à vous. Je commencerai par mentionner deux faits qui ne sont pas ultramarins. Faits d'abord juxtaposés puis entrecroisés, l'un politique, ponctué de plusieurs dates, et l'autre littéraire. Premier fait, dans un communiqué du 22 mars 2006, l'organisation séparatiste basque ETA, Euskadi Tash Katashuna, Pays basque et liberté, annonce un cessez-le-feu permanent au terme de négociations secrètes avec le gouvernement espagnol. L'usage de la violence, obstacle ou prétexte pour refuser toute solution politique négociée, est désormais levé, commente la presse politique basque. En octobre 2011, l'ETA proclame la fin définitive de l'activité armée. L'organisation restitue son arsenal militaire aux autorités françaises par le biais de la société civile basque qui sert alors de passerelle. Dans un communiqué du 3 mai 2018, Josu Urrutikoetxea, l'un des dirigeants historiques d'ETA, informe le peuple basque, je le cite, de la fin du chemin et des conséquences de cette décision. Démantèlement de l'ensemble des infrastructures de l'organisation clandestine, cessation de toute activité politique, poursuite par d'autres voies de la lutte pour une Euskal Herria, c'est-à-dire un pays basque, réunifié, indépendante, socialiste, euskaldun, bascophone, et non patriarcal. ETA est né du peuple et se dissout à présent en lui, conclut-il. Cette ultime déclaration referme un violent conflit qui opposa pendant 60 ans le Pays basque aux États espagnols et français. Le lendemain, le 4 mai 2018, se tient à Cambo-les-Bains, dans les jardins de la maison d'Edmond Rostand, à Arnaga, la rencontre internationale pour avancer dans la résolution du conflit au Pays basque. Certifiant la dissolution d'ETA, cette rencontre est un moment historique pour l'Europe entière, témoigne l'ancien directeur du FMI, Michel Comdessus, car elle marque, je le cite, la fin du dernier conflit armé sur le continent. Une déclaration est lue en basque, en français et en anglais, puis signée par plusieurs personnalités, dont Gerry Adams, ex-président du Sinn Féin, Jonathan Powell, ex-chef de cabinet de Tony Blair et principal négociateur britannique lors du conflit en Irlande du Nord, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, et Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur. Appelant à la résolution des conséquences du conflit et à la réconciliation, elle pointe l'immobilisme de Madrid et les dangers qu'il fait courir à la dynamique d'apaisement. Je cite, « Nous avons suggéré que le dialogue entre le groupe ETA et le gouvernement espagnol se poursuive, et cela ne s'est pas fait. Toute partie qui recherche à obtenir une victoire totale risque de voir le conflit réapparaître, comme nous en avons été témoins dans bien d'autres situations. » Fin de citation. Deuxième fait. 2 ans auparavant, en 2016, apparut le roman Patria de l'écrivain basque Fernando Aramburu. Vous l'avez peut-être lu. Patria s'attache au quotidien de 2 familles d'une petite localité du Pays basque sud des années 90, séparées, je cite là la 4e de couverture de l'édition française, par ce conflit fratricide pour examiner une criminalité à hauteur d'homme, tendre un miroir implacable à ceux qui la pratiquent et à ceux qui la subissent. L'ETA a désormais déposé les armes, lit-on encore, mais pour tous, une nouvelle guerre commence, celle du pardon et de l'oubli. Fin de citation. Les 720 pages de cette fiction, entrelaçant l'intime et l'historique, ont été l'un des événements littéraires espagnols de l'année 2017. Le prix national de littérature et le prix de la critique, plus d'une douzaine d'éditions, une adaptation sous la forme d'une série produite en 2020 par HBO, de nombreuses traductions l'attestent. À la fin du chapitre 109, le livre en compte 125, apparaît le personnage d'un romancier, participant aux côtés d'un juge et d'autres intervenants aux Journées sur les victimes du terrorisme et de la violence terroriste, organisées par le collectif des victimes du terrorisme au Pays basque. Alter ego d'Aramburu, ce personnage indique avoir voulu tracer, je cite, un panorama représentatif d'une société soumise à la terreur de l'ETA. Et il confie au public présent, je le cite encore, « J'ai dénoncé sans haine le langage de la haine et l'oubli tramé par ceux qui essaient de s'inventer une histoire au service de leurs projets et de leurs convictions totalitaires. J'exagère peut-être, mais j'ai la ferme conviction
que la défaite littéraire de l'ETA est aussi en marche. La fiction romanesque participe donc de l'aveu même de l'auteur d'une guerre des récits passés et présents. La défaite littéraire qu'il annonce redouble la défaite militaire de celles et ceux qui ont rendu les armes. Elle participe de l'illusion d'une victoire totale tant redoutée par les intervenants de Cambo-les-Bains, privant le vaincu supposé de son histoire, de la signification de ses combats, de la reconnaissance de ses morts, des mots mêmes de son engagement, discrédité dans ce roman page après page. Dialoguer pour construire la paix suppose de mettre en commun les passés impartageables de ceux qui se sont violemment opposés. Faire de ces passés inconciliables et irréconciliables les prémices d'une langue réparatrice a été l'un des souhaits du programme Un Mundo de Victimas entre 2012 et 2015, dont s'inspire l'épisode cité des Journées sur les victimes du terrorisme. Sur l'ensemble du territoire basque, les rencontres entre les victimes se sont multipliées, installant une scène discursive fragile où s'exprimait enfin le traumatisme des victimes d'une guerre dite de basse intensité qui a sévi au nord et au sud de la frontière pyrénéenne pendant plus d'un demi-siècle. Aramburu ne s'encombre pas des complexités de ce conflit. Porté par ses convictions, il compose, je cite, « par le truchement de la fiction littéraire, un témoignage », installant une scénographie hautement émotionnelle, légitimée à la fois par, et je le cite à nouveau, l'empathie qu'il éprouve pour les victimes de la lutte armée et le rejet sans réserve que suscite en lui la violence et les agressions dirigées contre l'état de droit, l'écrivain, à la fois auteur, narrateur, témoin et personnage, évacue la rationalité d'une lutte menée sans jamais l'interroger. Témoignant de l'inguérissable douleur des victimes de la banda terroristas, expression usuelle de la grande presse qu'il reprend pour désigner l'ETA, il relaie le discours officiel et contribue au roman national espagnol. Le sens qu'il produit ou reconduit stigmatise les uns et réconforte les autres. Ses choix terminologiques sont stratégiques. En charge de la qualification littéraire, il dénonce, juge, corrige ou condamne unilatéralement au nom de l'état de droit et des victimes de la haine. Caroline Guibert-Lafaille, dont les travaux en sociologie et en philosophie politique portent sur les processus d'engagement dans la littérature, dans la violence politique clandestine, le rappelle dans plusieurs de ses livres. Elle rappelle qu'il est difficile d'envisager la question de la violence politique, catégorisée officiellement de terrorisme, sans se voir dans une optique qui ne soit pas exclusivement celle de la condamnation, sans se voir accusé de développer une argumentation pro-domo, voire de nourrir des formes d'apologie. Et c'est la raison pour laquelle cette thématique laisse une marge très étroite face au discours et au récit hégémonique. C'est la raison pour laquelle aussi les protagonistes de la lutte armée, dépeints comme des déviants psychopathes, n'ont guère reçu d'attention. Sont de ce fait ignorés ou écartés les facteurs idéologiques et culturels, les configurations sociales, historiques ou politiques, les représentations du monde qui déterminent leur engagement. Ces déterminations structurelles ou axiologiques suggèrent une distance critique et analytique toujours très contestée. C'est une des raisons pour lesquelles Etchemendy, le roman de Florence Delay, que Florence Delay publia en 1990, mérite toute notre attention. Traitant de la cause basque, il se tient en marge de ces processus de labellisation communs. Delay brise le récit unilatéral de l'historiographie du terrorisme basque en donnant une existence littéraire à ce qui n'en a pas, faisant entendre la voix de celui ou de celle militant qu'on nomme indistinctement l'ennemi, le barbare, le fanatique, le criminel ou l'assassin. Avec Etchemendy, la littérature ose soudain concurrencer les discours parsemés de silence, d'oubli ou de fausses certitudes des pouvoirs étatiques et médiatiques. Le basque radicalisé, que l'on privait de sa propre histoire, y est reconsidéré, sujet actif d'un processus historique et non plus sujet dévalué de la fabrique mémorielle officielle. Le grisé de la fiction contrevient ici au découpage binaire en noir et blanc d'un conflit asymétrique qui dura trop longtemps. L'antagonisme est ancien, mais qu'en sait-on généralement sinon ce que la grande presse, les intellectuels ou les gouvernements des deux côtés des Pyrénées en disent ?
De cette guerre intérieure qui connaît aujourd'hui un dénouement pacifique, on relaya en la réaffirmant sans cesse l'autorité de l'État central au nord et au sud. Contestée armes à la main pour les plus extrêmes ou par le biais des urnes, pour les plus nombreux, cette autorité imposa sa rhétorique, son histoire, ses victimes, ses désignations. Dans Etchemendy, Florence Delay ne se contente pas de les reprendre. Profondément agacée par son ignorance, je la cite ici, elle les interroge et les déconstruit en croisant et diversifiant les sources d'information. À l'élaboration finalisée d'une histoire franco-espagnole, elle oppose la trame d'une autre histoire marginalisée, à laquelle la lecture d'archives habituellement qualifiées de torchons donne consistance. Les historiens de l'ETA, qu'ils participent au champ plus large des Abertzale, qu'on peut traduire à peu près par le mot de patriote, ou proches de ce dernier, ou qu'ils soient espagnols, voire espagnolistes, distinguent 4 périodes étroitement liées à l'histoire de l'État espagnol. Il n'est sans doute pas inutile de les rappeler. L'entremêlement des faits avérés éclaire en effet le dédale des mémoires, des imaginaires et des récits. L'ETA naît en 1959 dans une Espagne franquiste. Les premières années sont celles de sa structuration progressive, idéologique, territoriale et matérielle. 3 ans après sa création, l'organisation rompt avec le nationalisme basque traditionnel de la bourgeoisie et de la classe moyenne incarnée par le PNV, le Parti national basque. Traversé par plusieurs courants, le collectif se définit comme un mouvement de libération nationale agissant sur 4 fronts d'action, appréhendés comme des champs de bataille culturels, politiques, syndicales, ouvriers et militaires. Inspiré par la lecture de Lénine et de Fanon, de Mao et des idéologues du nationalisme basque, les dirigeants de l'ETA promeuvent un nationalisme dit révolutionnaire. La libération qu'ils revendiquent, tiers-mondiste et ancrée dans le socialisme, défend à la fois un droit à l'autodétermination et la nécessaire émancipation des classes opprimées. Ce nationalisme révolutionnaire se veut l'expression d'une lutte totale et globale. Concernant tous les aspects de la réalité basque, cette lutte, je cite bien sûr ici, est avant tout politique. Occupé par la France au nord et par l'Espagne au sud, en situation d'oppression coloniale, le Pays basque de l'ETA devient l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance du peuple basque radical ou modéré. Peuple basque, il faut distinguer ici de la population basque. Les attaques contre les symboles de l'occupation espagnole se multipliant, l'état d'urgence est instauré par Franco. En mars 1969, la Guardia Civile arrête à Bilbao la direction d'ETA. S'ouvre le procès du Burgos, où 6 des 16 accusés sont condamnés à mort. Ce procès, écrit Jean-Paul Sartre dans la préface que je mentionnais tout à l'heure au livre de Gisèle Halimi, Le procès de Burgos, publié en 1971, ce procès a troublé les consciences en Espagne et hors d'Espagne parce qu'il a révélé aux ignorants l'existence d'un fait national basque. Il est apparu clairement que ce fait, bien que singulier, était loin d'être unique et que les grandes nations renfermaient des colonies à l'intérieur des frontières qu'elles s'étaient données. Fin de citation. Avec clairvoyance, Sartre saisit à ce moment-là toute l'ambiguïté du soutien international aux condamnés de Burgos. Si les démocrates européens saluent le courage de leur combat contre le franquisme, soutiennent-ils la lutte que ces condamnés à mort mènent avant tout contre l'Espagne coloniale, au-delà même du régime de Franco? L'attentat du 20 décembre 1973, dans lequel Luis Carrero Blanco, chef du gouvernement et successeur de Franco, trouve la mort, obéit à cette double injonction: mettre à bas le franquisme, ne plus être une colonie intérieure. L'année 1973 est aussi celle en France de la création d'Iparretarac, ICA, groupe armé qui rassemble les militants du Pays basque Nord et qui opère dans l'ensemble de l'Iparralde, c'est-à-dire des 3 provinces au nord de la frontière pyrénéenne, la Soule, la Basse-Navarre et le Labourd. On estime que 150 personnes ont pu participer au groupe, infrastructure comprise, qui revendique un dernier attentat en avril 2000. Je n'en dis pas plus pour ne pas lourdir mon propos, mais c'est l'évocation, si vous connaissez Etchemendy, c'est l'évocation de Philippe Bidard, clandestin historique en fuite, arrêté en 1988,
qui forment la scène inaugurale de ce roman, révélant une société civile basque nocturne où les portes de certaines maisons accueillantes s'ouvrent discrètement et se referment précipitamment. Avec la disparition de Franco, le 20 novembre 1975, commence en Espagne la deuxième période dite de transition nationale. Durant cette période, deux alternatives politiques se dessinent. L'une est qualifiée de réforme démocratique, l'autre de rupture démocratique. C'est la première qui l'emporte. Les formes politiques dominantes optent pour une réforme du franquisme, je cite, supposant l'acceptation de la monarchie imposée par Franco, l'adoption du drapeau et de l'hymne national franquiste, le concept de l'unité indissoluble de la patrie garantie par l'armée et la persistance des membres de l'appareil franquiste, comme au RDA, on l'a vu, dans les structures de l'État, pouvoir judiciaire, économique ou militaire. En outre, l'amnistie prononcée le 30 juillet 1976 pour les prisonniers politiques, excepte ceux ayant attaqué la sécurité de l'État, ce qui exclut, à l'évidence, les militants de l'ETA. Fruit de cette continuité assumée, la nouvelle constitution espagnole, est adoptée en décembre 1976, sans être approuvée cependant au Pays basque, l'ensemble des forces indépendantistes, radicales ou modérées, la rejetant parce que déniant les droits politiques, économiques, culturels et linguistiques des minorités territoriales. Considérant que les conditions politiques dans lesquelles continue de vivre le peuple basque sont similaires à celles qui ont rendu nécessaire la lutte armée, ETA décide donc de poursuivre son combat décolonial. Dans cette Espagne post-franquiste, entre 1975 et 1982, la violence est quotidienne et réciproque. Contre les militants basques, contre les militants armés basques, interviennent le plus souvent impunément des groupes paramilitaires et d'extrême droite. Le GAE, groupe antiterroriste espagnol, l'ATE, antiterrorisme ETA, la AAA, Alliance apostolique anticommuniste, ou encore les guerriers du Christ roi. La politique fortement répressive à l'encontre du mouvement Abertzale en général, social, associatif, culturel, bien au-delà donc des militants radicalisés de l'ETA, la torture systématiquement utilisée, l'évidente asymétrie du traitement judiciaire de la violence illégale nourrissent la radicalité des protestataires et contribuent à expliquer la poursuite de la lutte armée dans une logique d'interaction réciproque. L'instauration du plan Zen, Zona Especial Norte, en septembre 1983, inaugure la troisième période. Pour restaurer l'ordre public au Pays basque, les institutions politiques et policières sont coordonnées. Les forces de sécurité, les médias, l'appareil judiciaire, la coopération antiterroriste internationale, les GAL, groupe antiterroriste de libération contrôlé par le gouvernement espagnol de Felipe González, et opérant sur le territoire français, base arrière de l'ETA et champ d'action d'ICA, sont mobilisés. Le plan Zen obéit à une logique de guerre visant à nier la dimension politique des revendications abertzale. Les militants des romans de Florence Delay et ceux de Fernando Aramburu appartiennent à cette troisième période, à cette longue troisième période de guerre sale, c'est ainsi qu'on l'a qualifiée, courant jusqu'aux années 2000, où la notion d'état de droit est sans cesse fragilisée. Durant cette période, les attentats d'une part, l'illégalisation de la société civile basque d'autre part s'accentuent. Criminalisation de la jeunesse basque, suppression de la notion de terrorisme d'État, ce qui permet d'épargner les GAL, dispersion systématique des prisonniers, interdiction des médias basquisants, arrestation de journalistes ou de responsables politiques, dissolution des partis militants sont quelques-unes des mesures qui sont prises. Usant de la fiction comme d'un outil de dépolitisation, Aramburu efface cet étroit maillage politique et l'entremêlement des violences légales et illégales. Empathique et légaliste, il réunit victimes et états de droit, dont la fusion dissipe cette part du réel pris en charge par les historiens. À l'inverse, Florence Delay restitue la complexité des clivages et des polarités. Chez elle, la fiction n'est pas au service d'une cause, elle explore librement la carte des représentations. Le roman est ainsi divisé en deux parties. La première est intitulée « Au nord, Iparralde »,
la seconde au sud Egoalde. Cette partition géographique restaure la cartographie du politique que veulent ignorer la France jacobine et l'Espagne castillane. Elle traduit, de l'aveu même de la romancière, la nécessité de comprendre ce qu'il y a derrière ces discours dont l'enjeu est la maîtrise de l'information et la maîtrise du sens des affrontements armés et la production d'une mémoire sélective. Ne plus avoir du problème basque, l'idée d'un Parisien qui lit la presse nationale, lever le voile de l'information partisane et des représentations tronquées pour composer une fiction venant inquiéter la vérité officielle, l'enjeu n'est pas mince. D'où un travail d'information contrefactuel conduisant à l'évocation de nombreux faits ou de nombreux éléments dans son roman. Procès de Burgos, attentats, lutte entre nationalistes modérés et radicaux, opérations antiterroristes menées par les polices françaises et espagnoles, infiltration, clandestinité, manifestations, prison, extradition, déportation ou exil des prisonniers, impôts révolutionnaires, loi d'exception dans les provinces basques, groupes parapoliciers, exactions d'égales, escadrons de la mort, autopsie des corps torturés, etc., etc. Tous ces éléments sont évoqués par Florence Delay. Enchâssés dans la fiction, ces fragments du quotidien, travaillés par l'imaginaire, ne produisent pas une littérature du réel. Ils forment du réel le dangereux supplément qui autorise à en questionner librement la fabrique, sans plus se soumettre aux aléas réalistes de la parole publique, rompant au contraire, je la cite, le cercle du silence autour d'eux. Le 11 septembre 2001, on avance dans le temps, puis l'attentat islamiste d'Atosha, le 11 mars 2004, amène l'ETA à reconsidérer ses options stratégiques. La proposition d'Aoneta, le 14 novembre 2004, que résume la formule « Orein Bakea, Orein Eria », maintenant la paix, maintenant le peuple, en est l'une des expressions. La volonté de s'imposer sur la scène politique sans plus faire de victime ouvre l'ultime période de son histoire qui conduit à l'annonce qui ouvrait cette présentation en janvier 2011 d'un cessez-le-feu permanent, général et vérifiable par la communauté internationale. Dans le contexte des années 2000-2010, la stratégie politico-militaire n'est plus l'instrument approprié pour tenter de trouver une issue au conflit politique au peuple basque, au Pays basque. À la suite du 11 septembre, l'État espagnol obtient quant à lui, lors du sommet européen de Laeken, une inscription d'ETA sur la liste européenne des organisations terroristes. La répression des pouvoirs publics se poursuit avec le soutien cette fois explicite des principaux médias qui encouragent une couverture partiale et biaisée des événements. Cette décennie se caractérise par l'illégalisation tous azimuts de la communauté abertzalée et par l'interdiction par le tribunal constitutionnel, le 11 septembre 2008, de la tenue d'un référendum au Pays basque décidé par le gouvernement régional, démocratiquement élu, sur le droit du peuple basque à l'autodétermination. Malgré l'annonce en 2011 d'un cessez-le-feu permanent par l'ETA, le gouvernement de Mariano Rajoy rejette toute possibilité de dialogue et refuse toute médiation internationale, exigeant la dissolution inconditionnelle du groupe. Le conflit armé est devenu depuis lors une guerre des mots et des représentations. Les discours, les récits, les documentaires, les images sont autant de dispositifs qui participent d'une politique des mémoires où s'affrontent Espagnols et Basques. Entre une nation sans État et l'État national, rien ne se dit qui ne soit contredit. Entretenant une guerre des mots, entretenant une culture de guerre, les mots mobilisés peinent à construire un avenir pacifié entre les communautés à la fois réelles, imaginaires et imaginées. L'écriture littéraire n'échappe pas à cette mobilisation. On le sait, la littérature peut être un prétoire ou un champ de manœuvre. À la barre, Florence Delay entremêle des lexiques opposés et teste des mots inhabituels, sinon interdits en la circonstance. Ainsi, le terme « camarade » est préféré chez elle à celui de « complice ». L'expression « geste irréparable » se substitue au mot de « meurtre ». Tombe l'appellation de criminel, disparaît celle de terroriste que maintient Aramburu. Mais ici, l'euphémisation n'est qu'apparente. Le déplacement opéré n'atténue pas, il requalifie, comme
un juge peut requalifier les faits. Déconstruction par conséquent du discours commun, soudain concurrencé par une langue clandestine. Parce qu'elle franchit d'invisibles frontières, la romancière s'autorise cette illégalité. Sa langue est plusieurs, et cette plurivocité permet une double entente du conflit armé. Delay sait les enjeux du bilinguisme dont elle parsème son roman. Son intention n'est nullement de restituer une supposée couleur locale, de servir un quelconque régionalisme littéraire. Termes, expressions, toponymes, fragments de conversation, chansons, tout ici a deux noms, écrit-elle, et il est donc juste politiquement et culturellement d'en rendre compte. Dans Etchemendy, la langue basque devient donc langue autonome, à la fois maternelle et langue de l'antagonisme nationaliste. Elle forme dans la trame du texte une poche de résistance. En voici un exemple, à la page 98. Je cite, dans un silence radical, tous les bérets se tournèrent vers Etchemendy. Ez basinaotan eran ere yadigen, nuen aren iloba dela, dit enfin l'unique femme. Elle posa le pichet dont elle servait les hommes et s'avança vigoureusement, bras ouverts. Le brouhaha reprit et la langue incompréhensible se délia. Fin de citation. La phrase en langue basque n'est pas traduite. C'est là une décision récurrente de l'auteur. Elle est donnée telle qu'elle, comme allant de soi au lecteur français pour qui cette langue est une langue étrangère. Ce que nous lisons, ce sont à la fois les mots du ralliement, du peuple, de la communauté Euskaldun, celle qui parle la langue, et les mots de l'insoumission, résistant, non traduits, incompris. L'entremêlement des séquences bilingues est donc juxtaposition antagonique, mise en miroir du réel et de la fiction. Le roman de Florence Delay devient ainsi l'espace complexe d'un débat contradictoire. Et tel est son courage. Proposer dans les années 90, par le biais de l'imaginaire, d'autres mots s'ajoutant ou s'opposant à ceux habituellement employés pour dire ce que l'on doit taire. Laisser advenir dans la fiction la partition idéologique du langage et rendre audibles d'inévitables questions. Qui parle ? Qui fait parler ? Sous quelle autorité ? Avec quelle légitimité ? Contre quel discours ? À la barre également, traçant, je l'ai dit tout à l'heure en le citant, un panorama représentatif d'une société soumise à la terreur, l'auteur de Patria participe aussi à cette confrontation. Chapitre après chapitre, il écrit le texte, je le cite, d'une dénonciation qui se veut une offrande. Je le cite ici, dénonciation du crime perpétré au nom d'une patrie où une poignée de gens armés, avec le soutien honteux d'un secteur de la société, choisit qui appartient à cette patrie et qui doit l'abandonner ou disparaître. Dénonciation encore de la souffrance infligée par des hommes à d'autres hommes. En offrande enfin d'une vision positive à ses semblables, en faveur de la littérature et de l'art et en faveur de la dignité des victimes de l'ETA. Pour Aramburu, la littérature ne peut déchoir, ni pathétique ni militante, prétend-il, positive plutôt que négative, elle cherche, je le cite, ce qui est noble et beau chez l'être humain. En cela thérapeutique, elle contribue à la défaite de l'ignoble et du laid. La fiction testimoniale d'Aramburu n'est pas encore de l'histoire, tout en étant déjà le récit historique de souffrances insensées qui imposent une évaluation morale des personnes désignées et des actes mentionnés. La signification politique du conflit armé s'efface devant la somme inhumaine des douleurs qu'il a engendrées. Histoire de vie, parcours individuels, l'écrivain concurrence le sociologue et l'historien. Et aux considérations méthodologiques de ces derniers, il oppose une écriture morale, affective, empathique. Sans surprise, le livre se termine par le renversement esquissé dès les premières pages. Je vous cite, c'est parmi les tout derniers chapitres, on est aux pages 703-704 de l'édition française. Seul dans sa cellule, Yotche Marie, 43 ans, dont 17 ans de prison, quitta le théâtre. Et cela 6 mois avant l'annonce par l'organisation de l'abandon définitif de la lutte armée. Écrasé par ce qu'il avait fait au nom de principes imaginés par d'autres et que lui, obéissant, naïf, avait repris à son compte. Fin de citation. Après 700 pages, le débat intime prend à revers la conscience historique du militant
et les mots du romancier remplissent les silences de l'historien. Reconnaissance de la faute, demande de pardon, acceptation d'une peine juste, je cite ici ce militant, « J'espère que tu me pardonneras, je purge mon châtiment ». Au-delà de la trajectoire exemplaire du personnage, de la brute juvénile fanatisée à l'arbre abattu des dernières pages, ces éléments traduisent la débâcle d'une idéologie qualifiée par Aramburu d'escroquerie, amputée de son épaisseur idéologique, réduite à sa fraction armée dans un contexte historique où les opposants depuis Franco sont presque oubliés. Défaite par les mots, reddition par les livres, la littérature n'est pas innocente, on le sait évidemment, et les convictions qu'elle nourrit, produisant de la croyance, l'emportent souvent sur la réflexion. Ambivalente, elle répare et infecte, elle soigne et gangrène par ce qu'elle choisit de dire ou de ne pas dire, à la fois mémoire vive et lieu de l'oubli. Aux discours armés qui ravivent les blessures et renforcent les divisions, Tech Etcheverry oppose, quant à lui, le courage de la nuance. Dans un article publié dans le mensuel politique basque Enbata, édité à Bayonne en 2018, il en appelle à une reconnaissance partagée des causes et des conséquences de ce conflit. Aux tentatives offensives de réparation, partiales et partielles, on focalise sur la partie du passé, sur une partie du passé, note-t-il, celle des violences de Théa, doivent succéder des discours intégrant ceux qui leur résistent. Après les paroles de colère et de vengeance, d'autres mots qui se cherchent doivent être prononcés. Il s'agit en effet, tâche redoutable par sa difficulté, et je cite ici Tech Etcheverry, de désarmer la parole. La désarmer pour gagner la paix, ouvrir entre toutes et tous une nouvelle page de l'histoire du Pays basque qui mette définitivement un terme à cette violence et à ces haines. Fin de citation. Désarmer la langue après avoir déposé les armes est une épreuve douloureuse dont chacun mesure les enjeux et les risques. Perte ou non de connaissance et de reconnaissance, altération de la transmission, gain ou privation de mémoire, parmi bien d'autres choses. Je finirai par un fait en apparence anecdotique qui relie la mémoire longue des archéologues, des paléolinguistiques et des philologues à celle contemporaine des locuteurs basques et de leurs détracteurs ibériques, ne cessant de déprécier le basque vu comme une sous-langue orale d'un peuple primitif à l'écriture tardive. En janvier 2021, une main droite de quelques centimètres, découpée dans une feuille de bronze, a été exhumée du sol navarrais à Irouléguy. Quelques mois plus tard, la restauration de cette main vieille de plus de 2000 ans, objet rituel suspendu à l'entrée des maisons, révèle 5 mots et 40 signes pointés. Il s'agit d'un texte écrit en proto-basque. Seul le premier mot est compréhensible dans l'immédiat, en basque d'aujourd'hui. Sorioneku, bonne fortune, chanceux, heureux. Rendue publique le 15 novembre 2022, la nouvelle a eu un retentissement international. Au Pays basque, l'émotion est grande. En témoigne ce propos d'Eliande Dunipetre, publié dans Enbata, je le cite, « que cette découverte se soit située à Irouléguy, un nom de lieu figurant de part et d'autre d'une frontière séparatiste, résonne d'un sens inédit. Le passé lointain, tel une rumeur longtemps enfouie, éclaire notre présent. Il dit notre condition humaine et notre identité. Il nous oblige. » Propos de décembre dernier. En Espagne, les réactions sont plus mitigées. La France, quant à elle, gardant un silence prudent. La presse espagnole, en particulier de droite, minimise l'importance de cet événement et dénigre volontiers la scientificité des analyses produites. Un mot en basque ancien déchiffré et la querelle des récits fondateurs, agressifs soudain, dressent à nouveau l'un contre l'autre l'État national et la nation sans État. Que l'euskara, qui était non seulement parlé mais aussi écrit, soit antérieur aux langues dérivant du latin, tels le français, l'espagnol, le gascon et quelques autres, paraît insupportable à celles et ceux au sud comme au nord des Pyrénées, que son inquiétante survivance tourmente. Comment accueillir ce passé 2 fois millénaire
ce passé 2 fois millénaire inattendu, venant invalider l'historiographie officielle et invitant à sa réécriture. Les 70 dernières années confèrent à cette exhumation une signification que beaucoup redoutent de déployer, quand d'autres voient dans cette main des enfouis le symbole d'une identité menacée à défendre, comme une rumeur spectrale, j'ajoute ce mot, comme une rumeur spectrale venue des profondeurs du temps. Merci.